tarde a todos, então. Prazer recebê-los novamente aqui. Um prazer, mais uma vez, receber o professor Enrico Castelli Gattinara aqui conosco na UFG. Eu vou pedir às pessoas que estão chegando agora, como a Crisley, por exemplo, para se sentar um pouco mais abaixo, mais à frente aqui, de modo que a gente faça... a gente esteja mais próximo aqui, podendo vê-los e observando as reações faciais de vocês aqui ao longo da conferência e já percebendo um pouco a recepção textual aqui do professor Enrico. Mas eu brinco, mas é de fato um enorme prazer recebê-lo novamente aqui. Hoje é a segunda conferência que ele vai ministrar para nós, cujo título é A Multiplicidade Temporal, um problema no qual ciência, história e filosofia se encontram. Então, bem dentro desse espírito sobre o qual nós conversávamos ontem, não é? Esse esforço de pensar problemas que emergem na fronteira entre diferentes disciplinas e que também se conectam um pouco com algumas das questões que surgiram ontem ao longo, sobretudo depois no debate, não é, que vocês colocaram, formularam. Então eu não vou me deter por aqui e passar imediatamente a palavra para o professor Henrique. Ok. Boa tarde a tutti e todos. Eu vou falar em francês. Peço desculpas. Alors, on commence tout de suite. Oui, non, ça fait rien. Vas-y. Alors, je commence par un vieux paradoxe. Paul Langevin, qui était un physicien français, très ami d'Einstein, voulant expliquer les conséquences des théories de la relativité et la révolution qu'elles impliquaient pour nos conceptions habituelles de l'espace et du temps, inventa un paradoxe dont le retentissement dépassa largement son but originairement pédagogique, qui était celui de montrer à quel point le temps n'est pas uniforme et absolu. Il s'agit du célèbre paradoxe des jumeaux. Deux frères jumeaux de 20 ans, dont l'un reste sur la Terre et l'autre voyage dans l'espace dans une navette dont la vitesse est proche de celle de la lumière, 90% de la vitesse de la lumière, se retrouvent à temps. Pour celui qui est resté sur la Terre, sont passés 40 ans, alors que seulement 6 ans sont passés pour les jumeaux qui avaient voyagé. Les deux ont donc vieilli de façon extrêmement différente, car à leur rencontre, l'un est âgé de 60 ans, alors que l'autre n'en a que 26. Pense, por esempio, no film de Christopher Nolan, Interstellar. Bien des années plus tard, ce paradoxe a été mis à l'épreuve. Deux savants américains, Havel et Keating, l'ont vérifié par une expérience réalisée en 1972 en posant deux horloges atomiques dans deux avions à réaction qui ont volé à très grande vitesse dans deux directions contraires autour de la Terre en partant de la même base. En effet, à l'arrivée des deux horloges, quand les avions sont arrivés, les deux horloges marquaient une petite différence parfaitement en accord avec la théorie einsteinienne et les paradoxes des jumeaux. Des expériences analogues ont été répétées par la suite grâce à l'accélérateur du CERN ou au système GPS. Comme le disait Langevin, les temps terrestres ne coïncident pas avec les temps cosmiques. Il n'y a pas un temps unique. Le temps n'est pas toujours le même. Dans le cas des jumeaux ou des avions supersoniques, il y a bien deux temporalités différentes. Mais alors, selon les différences de vitesse respectives, il y aurait une infinité de temps irréductibles entre eux. C'est ce qui, pour nous, reste très difficile à comprendre. Il serait pour nous
bien plus facile de parler d'un temps unique, une seule durée, où se mêlent et s'entrecroisent différents rythmes et différentes scansions temporelles internes. Et en effet, nous continuons encore aujourd'hui de parler du paradoxe. Et il nous faut une grande dose de confiance en la physique pour croire à ce que les chercheurs nous racontent sur ces expériences. Si nous n'avons aucune difficulté à accepter l'idée que chacun vit sa temporalité propre et qu'une heure peut être une éternité pour moi, alors que la même heure est passée bien trop vite pour toi, nous n'admettons pas du retard si nous nous accordons de nous rencontrer à une telle heure, le temps étant quelque chose que nous avons en commun et que nous pouvons bien mesurer. Le temps, nous semble-t-il, est le même pour tous. En fait, nous pouvons le mesurer par nos horloges et nous pouvons concorder des horaires, même si je vis à New York et tu à Sydney ou à Brasilia ou à Goiânia. Et malgré le fait qu'Einstein ait démontré l'impossibilité physique de la synchronie. Cependant, lorsque nous essayons de les penser clairement, les choses s'ébrouillent. Voilà le problème. Partons alors d'un constat. Le temps pose problème. Non seulement parce qu'il nous manque toujours lorsqu'un délai, par exemple, approche, ou parce qu'il découle trop lentement lorsque nous nous ennuyons ou nous attendons passionnément quelque chose, mais aussi parce qu'à chaque fois, nous pouvons aller penser, à les traiter, à les tenir, il nous échappe invariablement. On a dit qu'il est notre tyran, mais on essaye de le maîtriser en le mesurant de plusieurs façons. Il fait partie de notre expérience humaine, il est à la racine de notre histoire, et pourtant, ni les savants, ni les philosophes n'ont jamais été à l'aise à son égard. C'est pourquoi les savants, les physiciens notamment, ont explicitement essayé de s'en affranchir. L'astrophysicien Jean-Pierre Luminet l'a écrit d'une façon on ne peut pas plus claire. La physique cherche, sans se l'avouer vraiment, à éliminer les temps. Car le temps, c'est les changements, les variables, tandis que la physique prétend à l'immuable, à l'invariant. Son but est, somme toute, d'extraire des lois éternelles, c'est-à-dire affranchies du temps, à partir des phénomènes passagers. Donc la physique se heurte au temps, d'autant plus qu'en son sein, même les temps revêt plusieurs facettes. Que veut dire que le temps revêt plusieurs facettes au sein de la physique? Est-ce que le temps peut être considéré une pluralité? Serait-il possible d'envisager plusieurs ordres du temps comme il est possible d'envisager des espaces à plusieurs dimensions? Y a-t-il des temps à dimensions variables? Serait-il concevable de parler en termes de multiplicité temporelle? C'était celle-ci l'idée d'Einstein. Peut-être c'est pourquoi les physiciens cherchent à l'éliminer. Le temps multiple est un, qu'il ne se laisse pas réduire à sa simple mesure. Peut-être la tâche que les historiens se posent est justement celle de se heurter au temps, même au pluriel, dont l'objet reste insaisissable et les déterminations insuffisantes. Le temps comme objet d'étude crée toujours des courts-circuits. Si certains physiciens cherchent à l'éliminer, c'est parce qu'il n'est pas justement un objet. Il est plutôt une réalité à laquelle on appartient et qui conditionne nos actions et nos passions, mais dont le statut, comme le disait déjà saint Augustin il y a 1600 ans, n'est pas définitivement déterminable. Il a une condition d'existence. Mais ceux qui seraient censés de s'occuper scientifiquement, soit de cette condition, soit notamment de ceux qui en est conditionné, à savoir les historiens, c'est ensuite là. Les objets de l'histoire sont dans le temps, mais aussi bien ils les déterminent. Nous le verrons par la suite. Un phénomène historique subit le temps, mais il contribue à les conditionner et à en décliner les cours.
Tout événement scande le temps en rythme particulier. Il est toujours possible, par rapport à un certain événement, dire avant d'eux ou après d'eux, c'est-à-dire établir des dates. Alors qu'une physique avec des dates n'aurait pas de sens, pas de sens. Les historiens travaillent des objets qui sont dans le temps et dont le statut, la passéité, a un sens grâce au temps. C'est ça la différence. Mais les historiens appartiennent à un temps qui n'est pas le même, ou du moins dont la scansion n'est pas la même que celui de son objet. Or, malgré les efforts de la philosophie pendant des millénaires et ceux de la physique depuis quelques siècles, on ne s'accorde même pas sur l'unité ou la multiplicité temporelle, sur sa continuité ou sur sa discontinuité, sur sa linéarité ou sa circularité. La condition de l'historien n'est donc pas très aisée. Je cite Marc Bloch, « L'historien ne sort jamais du temps. Cependant, il doit sortir de son temps propre pour saisir les temps de ceux dont il s'occupe. S'agit-il du même temps? Est-ce qu'une telle question a un sens? Voyons les choses du côté de la physique, as physicas dotem. En physique contemporaine, le temps en tant que tel est un concept insensé. Soit il est à concevoir comme un concept opératoire, et alors il intervient normalement comme unité conventionnelle dans des formules, par exemple vélocité égale espace sur le temps, ou l'utilisation de delta t. Soit il a une dimension dont la cohérence peut être intégrée par une théorie, soit il est une interaction dont on peut mesurer la durée au sein d'une certaine théorie et dans certaines limites que l'on peut indiquer très précisément, par exemple dans la théorie des quanta. Dans le cadre de la physique einsteinienne, celle de l'espace-temps par exemple, le temps que nous pensons communément en tant que durée dont la projection dans l'avenir serait imprévisible n'aurait pas de sens. Tout le temps serait déjà là. Roger Penrose a été très clair à ce sujet. Je le cite. « Il n'y a pas de futur incertain. L'espace-temps est fixé, sans qu'il y ait la moindre place pour une quelconque incertitude. Il semble bien que ce soit là la conclusion à laquelle avait abouti Einstein. De plus, il n'y a pas non plus d'écoulement du temps. Il n'y a aucune place pour un futur dont les domaines seraient progressivement et inexorablement grignotés par un passé déterminé. » Fin de citation. Ce qui, naturellement, ne peut pas satisfaire l'historien, pour qui ce passé n'est jamais identique au présent, et l'incertitude est une constante non seulement interprétative, mais aussi fondamentale à la condition de son travail. C'est Reinhard Koselleck l'appelle « horizon d'attente ». Naturellement, le temps dont s'occupent les physiciens n'est pas le même de celui de l'historien, ou du psychologue, du sociologue, même du biologiste. L'identité du mot ne doit pas cacher la différence des significations et des usages. Mais on ne devrait négliger non plus les échanges, les suggestions, les assonances, les échos et les usages propres ou impropres que chacun fait des termes et des concepts utilisés dans d'autres domaines. D'autres théories physiques sont cependant moins drastiques et prennent en charge l'indétermination de la durée. C'est le cas de la physique quantique. C'est le cas aussi du développement des théories thermodynamiques en théorie de la complexité fait par Prigogine et Stengers, pour qui la mécanique quantique elle-même pourrait reconnaître une irréversibilité intrinsèque à la nature, indépendante de l'observation, et donc de l'imprévisibilité. Dans ce dernier cas, l'enjeu philosophique et épistémologique est celui de retrouver une sorte d'harmonie, ou du moins de cohérence, entre les temps humains et les temps cosmiques comme fléchés, comme devenir irréversible dans le cadre d'une réconciliation possible entre l'idée einsteinienne de temporalité multiple et l'idée d'un devenir universel. Mais, à part Prigogine et Stengers, la plupart des physiciens quantiques ne considèrent pas possible comparer les temps dont ils s'occupent au temps historique dans lequel ils vivent. La recherche expérimentale a trouvé des phénomènes qui, pour notre entendement, sont paradoxaux.
des particules qui iraient en arrière dans le temps et où auraient d'autres propriétés très étranges comme les muons, les kaons, les tachyons, etc. Il ne pourrait jamais correspondre à notre expérience vécue. Et malgré la nouvelle physique et revaloriser l'instant quantique, et son indétermination dynamique, et à éliminer la certitude de la réversibilité qui rendait les temps de la physique tout autres par rapport au temps phénoménologique humain et vécu, cet instant indéterminé et fléché temporellement a encore bien peu de choses en commun avec ce que les historiens appellent événements. L'indéterminisme quantique ouvre aussi à la possibilité de parler en termes de réalités multiples dont les temporalités seraient tout à fait diverses. Et pour les cauchemars des historiens, dont ici on a des éminents représentants, il y a même des équipes de physiciens, celle de Marlon Scully en Californie par exemple, qui ont conçu la possibilité expérimentale d'effacer les passés. La physique quantique, en effet, met en discussion les temps conçus comme différences passées, présent, futur. Elle ouvre par des branching models à une théorie de plusieurs mondes, des temporalités parallèles qui bouleversent radicalement notre idée d'un temps unique et linéaire. Ces temporalités seraient des chronologies indépendantes avec une structure temporelle tout attachée au présent, sans passé ni avenir. La conséquence, on est, selon certains physiciens, que pour la mécanique quantique, le temps peut aisément disparaître, ce qui légitimerait la possibilité d'affirmer que le temps n'existe pas. Les quantons, dans le champ gravitationnel, n'évoluent pas dans le temps, ce sont eux qui créent le temps. C'est pour ça les chronologies parallèles. Donc, voyons maintenant la multiplicité des temps. Nous venons de les voir. La physique ne nous aide pas à propos du temps, ou peu s'en faut. La métaphysique, par contre, s'en est occupée beaucoup, sans en résoudre pourtant la problématique. L'histoire de la philosophie en témoigne. L'expérience, qui pourrait être considérée comme ce qui est entre la physique et la métaphysique, vit le temps sans pouvoir le définir que de façon contradictoire ou vague, voire la proposition d'Augustin, qui disait « si personne ne me demande, je sais. Si on me le demande et que je veux l'expliquer, je ne sais plus. » Reste l'histoire, qui serait à proprement parler une science humaine du temps, ou plutôt une science du temps humaine. Mais pour les historiens, le temps a été souvent plus un postulat et une condition qu'un objet de recherche critique. Étant une condition, ils aiment parler plutôt de temps historique que de temps tout court. Mais au cours de sa longue histoire, l'histoire en tant que forme de savoir, discipline, art, science et même philosophie a changé profondément quant à sa conception du cours du temps dont elle saisit les restes. L'unité, la cohérence d'une évolution, l'homogénéité d'une époque, l'universalité d'un parcours que l'humanité en tant que totalité aurait tracé, ont toujours été des valeurs que les historiens ont poursuivies et les philosophes ont fondées. Humboldt, devant le fourmillement hétérogène du passé, avait posé la question de comment il aurait été possible d'en rendre compte. Et je cite Humboldt, « L'historiographie digne de ce nom doit représenter chaque événement comme partie du tout ou, ce qui revient au même, représenter en chacun la forme de l'histoire. » Fin de citation. Mais Humboldt savait bien que l'unité et la cohérence n'étaient qu'une représentation, une construction factice nécessaire à notre compréhension, dont on ne devait pas être dupe. L'unité, la cohérence logique, les enchaînements et ensuite la scientificité que les historiens poursuivent dans la pratique de leurs recherches, où l'esprit d'unité et de cohérence devient fondamental, ne peuvent pourtant pas cacher l'hétérogénéité du passé et les difficultés qu'elle pose à une critique éveillée, comme aurait dit Gaston Bachelard. Les temps auxquels l'on se rapporte implicitement lorsque l'on parle de passé ou du passé se balancent entre les besoins unitaires du concept et des conditions de nos intuitions sensibles
telles qu'elles avaient été posées par Kant, l'intuition métaphysique du continu de l'adoré à la Bergson et la pluralité indéniable de ses manifestations, de ses perceptions et de ses interprétations. Sabina Loriga a bien montré le problème et la valeur épistémologique de l'irréductibilité, multiplicité du passé et des temps historiques qui, dans la culture des langues allemandes, remontent au moins jusqu'à Herder. Pour celui-ci, l'histoire n'était pas une force qui venait du haut et qui dominait le destin humain dans un cours unitaire et cohérent. En elle, les différences locales des peuples divers ne s'unifiaient pas. On devait chercher l'essence de l'histoire dans la multiplicité polyphonique des usages, des habitudes, des mœurs, des traditions populaires, des actions et des hommes et de tous les jours, etc. L'histoire était une sorte de fête des différences dont le chemin ne pouvait jamais être déterminable a priori et ne correspondait pas à une ligne droite et progressive. L'esprit anti-illuministe du romantisme allait aider en ce sens. Le fleuve de l'histoire n'a pas un cours régulier. Il n'est même pas un seul fleuve. Et je cite Herder, « Tous les chemins que parcourt la civilisation et la culture de notre terre, avec ses zigzags, ses creux irréguliers, n'évoquent jamais un courant tranquille, mais plutôt la cascade d'un torrent de montagne. » Herder est cité par Koselleck à ce propos, notamment pour souligner sa conception plurielle des temporalités. La question de la multiplicité des temps historiques, qui ouvre son livre le plus important de Koselleck, Le futur passé, qui est de 1979, part du constat des difficultés que l'on rencontre à définir ce que c'est les temps historiques. Après avoir fait plusieurs exemples de ce que nous pensons lorsque nous employons cette formule, Koselleck ajoute, et je cite, « Il faut déjà mettre en doute l'unicité du temps historique, distincte du temps naturel mesurable, mais les temps, ça c'est mon rajout, mais les temps naturels mesurables, on l'a vu tout à l'heure, n'est pas celui non plus unique, n'est pas lui non plus unique et homogène. » Et je continue la citation de Koselleck. « Ainsi, les pages qui suivent ne parleront pas d'un temps historique, mais des temps multiples qui se superposeraient pour reprendre les termes emphatiques de Herder lancés contre Kant. » Fin des citations. Suit enfin une citation de Herder qui aura une grande fortune et sera reprise souvent par maintes historiens afin de justifier par une référence historiquement noble la pluralisation du temps. Et je cite, et ça c'est la citation de Herder, hein. « À vrai dire, toute chose mouvante porte en soi la mesure de son temps, et ceci demeurera même s'il n'y avait rien d'autre. Il n'est pas deux choses au monde qui aient la même mesure du temps. Il existe donc, on peut l'affirmer hardiment, dans l'univers, en un seul temps, une multitude de temps. » Et dit que ce que Herder vient de dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la physique quantique. Chaque chose a son temps propre. O professor só acrescenta comentário que ele acabou de comentar e citar de Herder não é senão aquilo que ele disse no início a respeito de Einstein e do tempo físico. Pas Einstein, la théorie quantique. Ah, da teoria quântica, perdão. Que chaque objet a son propre temps. Cada objeto tem o seu próprio tempo. Alors, tous les problèmes naturellement philosophiques dépendent de ce qu'on entend et qu'on comprend par la dernière expression, multitude de temps, et de l'importance que l'on attache au premier ou au deuxième terme, à un seul temps ou à une multitude de temps et au rapport entre les deux. Nous y reviendrons sur les rôles joués par Koselleck et la multiplicité temporelle parce que l'enjeu de la pluralité des temps en histoire semble préoccuper actuellement les historiens, presque plus profondément que les soucis d'une histoire totale qui est ravissée dans les années 1960. Après les combats menés depuis la deuxième moitié du XIXe siècle au nom de l'histoire-science, lorsque les historiens avaient consolidé leur discipline comme scientifique dans l'entre-deux-guerres et enfin à partir des années 50
considérait que la méthode qu'il pratiquait pouvait être de plus en plus raffinée par l'utilisation des nouvelles technologies et la corrélation avec les autres sciences, tant sociales qu'exactes, la question de la temporalité semblait s'être estompée. Sauf parfois, comme dans le cas de Braudel, qui avait distingué des temporalités différentes dont les historiens devaient tenir compte. Nous le verrons plus loin. Mais à y regarder de près, les historiens ne semblent pas s'être intéressés particulièrement à une réflexion sur le temps, donc sur son unité, sur sa pluralité, du moins jusqu'à une époque relativement récente. Par contre, à partir des années 1980, plus ou moins, le temps et la temporalité, notamment dans ces déclinations multiples, commencent à être prises en compte par les historiens. L'impression que le débat suscite à ces propos est qu'on s'est convaincu de la multiplicité des temporalités par les objets et les pratiques de la recherche, toujours plus hétérogènes et multiformes. Mais les historiens en ont cherché souvent une justification philosophique et épistémologique qu'ils n'osaient pas tirer de leur propre discipline, comme si le statut épistémologique de l'histoire restait encore faible et incertain, tel qu'il était ressenti encore par Bloch et Fèvre, par exemple, qui parlaient de l'histoire comme d'une cendrillon assise au milieu des sciences sociales déjà solides. Ce sont donc, encore une fois, les philosophes qui se chargent de confronter l'histoire comme discipline à la question du temps. En fait, vers la moitié des années 1980, paraît l'œuvre en trois tomes de Paul Ricoeur, Temps et récit, qui va beaucoup intéresser les historiens français, surtout, parce qu'il y en est surtout question d'histoire, de recherche historique, d'épistémologie, d'herméneutique et de philosophie de l'histoire par rapport au problème du temps. Alors, voyons Ricoeur. Paul Ricoeur a réfléchi longuement sur ce qu'il a appelé la problématique fondamentale de la temporalité par rapport à la pensée, dans toutes ses formes, qui essaye de la saisir. Il l'appelle aussi aporétique de la temporalité, à savoir la difficulté, sinon l'opposition, entre une interprétation cosmologique du temps, qui envisage le temps objectif des phénomènes naturels étudiés par les sciences, et une interprétation phénoménologique qui considère les temps vécus par les humains avec ses articulations entre le passé qui est remémoré, le présent qui serait son aspect vif et le futur qui serait objet de projection et d'attente. L'histoire, à l'intérieur de cette aporie, n'aurait pas, pour Ricoeur, le rôle d'une science, fût-elle humaine, mais d'une instance intermédiaire entre l'abstraction d'une objectivité sur laquelle l'être humain n'aurait aucune prise, les temps physiques de l'univers, et les vécus intimes. Husserl parlait en termes de conscience intime du temps, qui ne saurait s'extérioriser que par une narration, un récit, donc une histoire. Tel était le problème des trois tomes de Temps et récit. La temporalité, ne se laissant pas dire ni par les formules physiques, ni par les discours directs de la phénoménologie, elle requiert la médiation, c'est une citation, elle requiert la médiation du discours indirect de la narration. Fin de citation. Le temps objectif, celui que propose Newton en physique ou en cosmologie et Kant en philosophie, sont pour les premiers, pour Newton, un absolu où tous les phénomènes se trouvent. Et pour les deuxièmes, pour Kant, une forme pure de l'intuition sensible, une forme de l'intériorité qui conditionne notre intuition et notre connaissance et ne peut donc être connue ou déterminée. Ce temps objectif qui conditionne et est impliqué dans la détermination des objets est, selon Kant, invisible parce qu'il reste toujours présupposé. De même, la conscience intime du temps ne s'exprime que par métaphore, par mythe et par récit. Le temps en tant que tel ne semble pas pouvoir être saisi autrement, si l'expression « temps en tant que tel » avait un sens. Voilà l'aporie autour de laquelle tournent les trois volumes de Temps et récit et la conclusion que Ricoeur en tire, à savoir qu'on ne peut penser les temps qu'en les racontant. Il faudrait pourtant souligner que déjà la différence entre un temps cosmique et un temps phénoménologique implique une multiplication qui serait difficile à réduire à une unité sans perdre quelque chose de l'une ou de l'autre.
Or, le temps cosmique et objectif est insaisissable en tant que tel, parce que nous avons vu que les physiciens eux-mêmes n'acceptent plus un temps absolu à la manière de Newton ou de Kant. Pour les physiciens, le temps a plusieurs facettes et donc n'implique pas nécessairement un référent unique, même si cela reste absurde ou aporétique pour certains philosophes. Ricoeur le sait bien et considère l'évolution du problème entre Husserl et Heidegger, dont il rend compte dans son livre de 1985. Mais le temps phénoménologique aussi n'est unitaire qu'en apparence, car il est unitaire dans l'expérience intime. Aucune garantie n'est donc donnée qu'il le soit aussi et autant sur le plan de l'intersubjectivité, que des fois dans l'expérience commune, la non-coïncidence entre mon temps à moi et les temps propres d'autres personnes. En outre, pour employer les mots de Ricoeur, entre les temps physiques et les temps phénoménologiques, il y aura au moins un troisième temps qui est le temps historique. Un temps relativement objectivé et mesurable par la périodisation des historiens, dont les contours ne sont pourtant jamais déterminables définitivement et dont la dimension change selon l'échelle que l'on considère. C'est un temps vécu, mais non intime ni personnel. Un temps public, partagé, mais très sensible à ce qui se passe. Le philosophe, écrit Ricoeur, ne peut plus ignorer ces trois dimensions du temps irréductibles l'une à l'autre. Trois temporalités qui ne peuvent pas se référer à une instance supérieure et unitaire nommée temps tout court ou durée. C'est en revanche le cas de Braudel, nous le verrons par la suite. Ricoeur se sentira obligé d'y revenir à l'an 2000, dans son livre peut-être le plus important consacré à l'histoire, qui est La mémoire, l'histoire, l'oubli. Ce qui amène à la question suivante. Si l'histoire, selon une définition de Marc Bloch, est la science des hommes dans le temps, disait Marc Bloch, et si le temps ne peut être plus considéré cette durée continue, objective et homogène à laquelle beaucoup d'historiens semblent croire encore, du moins en partie, comme référent ultime, ne serait-il pas le cas aujourd'hui de décliner les temps au pluriel, les temps? L'histoire étant alors une science des hommes dans les temps. Les choses, à ces propos, ne sont pas si simples. Mais la question, en réalité, avait été posée depuis longtemps. Et notamment par Marc Bloch. Bloch avait eu le souci de pluraliser les mots « homme » pour marquer la différence de sa conception de l'histoire en tant que science par rapport aux idées de l'histoire qui, à l'époque, étaient encore trop conditionnées par les généralités philosophiques. Je cite Marc Bloch. « L'objet de l'histoire est, par nature, l'homme, disons mieux, les hommes, plutôt que le singulier, favorable à l'abstraction, le pluriel, qui est le mode grammatical de la relativité, convient à une science du divers. » Fin de citation. Son approche au problème est intéressante parce qu'elle mobilise dans les années 30 la pluralisation comme vecteur d'articulation scientifique contre l'unité généraliste, abstraite et conceptuelle, donc lointain du plan de la réalité, que la philosophie semblait poursuivre. L'enjeu épistémologique est important, puisqu'il s'agit d'affranchir l'histoire comme discipline de la philosophie, en la constituant comme science, tout en gardant son indépendance par rapport aux autres sciences humaines, notamment la sociologie, qui reste tout de même un repère, et sans la calquer complètement sur le modèle des sciences physiques, c'est-à-dire en évitant tout réductionnisme. Bloch insiste à nommer les hommes au pluriel, parce que la pluralité rend compte des différences que l'historien trouve toujours lorsqu'il mène ses recherches. Il n'a jamais la possibilité de rencontrer l'homme en général, parce que c'est l'homme ici et maintenant, contingent, souffrant, travaillant, vivant en somme, et même mourant, qu'il cherche et trouve dans son chemin. Mais cet homme vivant n'est rien, si ce n'est les hommes, irréductibles entre eux, échappant toujours aux classifications par lesquelles d'autres hommes cherchent à les comprendre en catégories abstraites. Bloch, naturellement,
ne refuse pas l'effort de synthèse qu'expriment les sciences, bien au contraire. Le travail scientifique de conceptualisation et de synthèse est indispensable à la connaissance, à l'établissement des lois, à la constitution des théories explicatives, etc. Tout l'effort de constituer l'histoire en tant que science qu'il partage avec beaucoup d'historiens et quelques philosophes depuis la fin du XIXe siècle vise principalement deux fautes qu'il voit à l'œuvre dans ce qu'on appelait histoire. Première, la dispersion érudite qui faisait tomber l'histoire dans l'aveuglement du particularisme, la rendant par là une sorte de passe-temps. Et deuxième, la généralisation philosophique qui l'a condamnée à l'abstraction et à l'asservissement aux grandes interprétations théoriques, dont certains l'assimilaient à l'essence des manifestations artistiques. La construction scientifique était à ses yeux la seule qui garantissait d'une part la validité véritative des recherches historiques par des généralisations maniables et contrôlables, et d'autre part un rapport avec la variété du monde réel, face auquel la philosophie ne semblait plus apte à accomplir sa tâche de connaissance. L'homme qui devient l'objet des connaissances scientifiques ne peut plus tenir dans les concepts abstraits que la philosophie a construits pour lui, du moins selon la vue de Bloch. Sa pluralisation correspond à l'articulation de l'objet d'étude, à l'irréductibilité de ses facettes et au démembrement de son unité. Les hommes, au pluriel, ne sont pas tous égaux. Leurs institutions, leurs habitudes, leurs comportements, travaux, échanges, sensibilités se distinguent de façon très complexe et l'historien, tout comme les sociologues, les psychologues, les linguistes, les ethnologues, etc., doit pouvoir en rendre compte, doit pouvoir les comparer et doit pouvoir en déceler et généraliser les constantes et les contingences. L'historien, dans sa pratique propre, devra en particulier saisir et montrer les différences. La pluralisation des sciences humaines dès la fin du XIXe siècle avait eu comme but explicite celui de rendre compte d'un point de vue scientifique de la multiplicité des aspects de la vie des hommes, tant comme individus que comme société. Alors, le rôle de l'histoire, face aux instances généralisatrices des autres sciences sociales, était celui de ne jamais mépriser la diversité, mais de faire ressortir la valeur d'une multiplicité qui permettait la comparaison comme méthode. Chez Bloch, pourtant, de même que chez beaucoup d'autres historiens de son époque qui s'étaient engagés à innover la pratique et la théorie de leurs sciences, on ne trouve pas la même assurance en ce qui concerne le temps. Bloch corrige un seul singulier, l'homme, mais laisse l'autre, le temps. Il le laisse tomber. Et pourtant, avec Lucien Febvre, il avait bien ouvert la voie aux études et aux réflexions qui auraient amené Fernand Braudel à pluraliser les durées dont l'historien devait s'occuper. Quelque chose, pourtant, Bloch l'avait bien indiqué. Sans parler naturellement de multiplicité temporelle, l'attention aux différenciations l'avait mené à être sensible aux variations, même en ce qui concernait l'évolution temporelle des phénomènes. Et je cite Bloch. On se représente les courants de l'évolution humaine comme fait d'une suite de brèves et profondes saccades dont chacune ne durerait que l'espace de quelques vies. L'observation prouve, au contraire, que dans cet immense continu, les grands ébranlements sont parfaitement capables de se propager des molécules les plus lointaines jusqu'aux plus proches. Fin de citation. Il y aurait donc des séries temporelles qui s'entrecroisent, ne respectant pas la succession simple de l'avant et de l'après les plus voisins. L'historien qui ne peut jamais sortir du temps, en effet, peut en considérer les divers courants, les grands ondes, les nœuds, les points d'inflexion, ce sont tous des termes qu'emploie Bloch. Certes, je cite, « les fleuves des âges s'écoulent sans interruption », dit Bloch, mais, je cite encore, « la nature de notre esprit nous interdit de saisir même les plus continus des mouvements ». Fin de citation. Et nous oblige à analyser le temps par des coupures, ce qui est une étonnante consonance de Bloch à l'égard des thèses bachelardiennes.
Malgré la confiance en l'unité continue du temps, nous verrons par la suite qu'avec Braudel, il en est de même, Bachelard, en historien, sait bien que le rythme temporel des réalités étudiées est tout à fait irrégulier et que chaque coupure que l'on fait, chaque unité de temps que l'on choisit, doit toujours, et je cite, se régler sur la nature du phénomène considéré, puisqu'une société, à vrai dire, est rarement une. Fin des citations. Enfin, et c'est une autre citation, le temps humain demeurera toujours rebelle à l'implacable uniformité comme au sectionnement rigide du temps de l'horloge. Il lui faut des mesures accordées à la variable de son rythme. Fin des citations. Mais, comme disait Bachelard, la mesure fait l'objet. Et si les systèmes de mesure se multiplient, les objets, par conséquent, se pluralisent. Bloch le sait d'ailleurs très bien. Il est parfaitement conscient que, je cite, c'est seulement au prix de cette plasticité que l'histoire peut espérer adapter ses classifications aux lignes mêmes du réel. Fin de citation. Dans son livre « Les caractères originaux de l'histoire orale française » de 1931, il avait su mettre à profit la leçon de la géographie depuis 1900, sensible aux différentes temporalités où s'inscrivaient les paysages et les activités humaines. La géographie régionale avait traité les différences des réalités rurales françaises en termes de différences de rythme, de scansions temporelles qui se liaient avec les déterminations spatiales. La notion de rythme venait donc de là, mais elle était destinée à jouer un rôle bien au-delà de son emploi métaphorique en géographie. Et c'est ce que je vais dire, en mettant ensemble Roupnel et Bachelard. En langue française, les problèmes de la multiplicité des temps historiques ne datent donc pas de la célèbre partition faite par Fernand Braudel en 1958 entre longue durée, moyenne durée, courte durée. Il a des origines multiples, dont l'une est particulièrement intéressante parce qu'elle témoigne des échanges étranges que les divers domaines du savoir peuvent mener à bien et dont les conséquences vont être importantes. Il s'agit dans ce cas d'un échange entre un historien et un épistémologue qui ouvre ou au moins confirme une perspective épistémologique cohérente avec la multiplicité temporelle. Gaston Roupnel, historien de la campagne, philosophe et marchand de vin, d'une part, et Gaston Bachelard, philosophe et épistémologue, de l'autre. Alors que Roupnel reste une figure mineure d'historien de la campagne française, sensible aux travaux des géographes, Bachelard devient le point de repère épistémologique, notamment en histoire des sciences, pour Georges Canguilhem, chez qui se formera philosophiquement Michel Foucault, et qui inspire les travaux tant de Louis Althusser que de Michel Serres, des philosophes chez qui la multiplicité deviendra fondamentale. Par l'histoire épistémologique des sciences développée en France grâce à Bachelard, et surtout à Alexandre Coiré et à des centres de recherche comme le Centre international de synthèse d'abord et ensuite le Centre Alexandre Coiré, des rapprochements problématiques avaient été possibles entre histoire et épistémologie. Mais la question du temps avait été posée par Bachelard à partir d'une réflexion sur l'œuvre d'un historien secondaire comme Gaston Roupnel. L'épistémologie de la connaissance approchée, dont le premier livre issu de sa thèse de Bachelard, sa thèse de doctorat avait été publiée en 1928, l'essai sur la connaissance approchée, allait révolutionner l'épistémologie française par des mots d'ordre comme approximation, discontinuité, complexité, pluralité, rupture, construction, rationalité, etc. Depuis les débuts et ensuite dans une période de 10 ans environ, Bachelard va publier les œuvres où s'écrit cette révolution épistémologique. L'une des idées clés autour de laquelle tournent ses efforts théoriques est celle de la multiplicité temporelle qu'il va développer entre 1931 et 1937. En 1931, paraît L'intuition de l'instant, étude sur la Siloé de Gaston Roupnel, qui est un livre de Bachelard. Le livre Siloé de Roupnel a constitué l'occasion saisie par Bachelard pour traiter du temps selon une perspective tout autre de celle qui à l'époque était dominante et qui s'inspirait de Bergson. Un temps métaphysique à dimension unique, continue et linéaire.
Ce temps dont le cours ressemble à celui d'un fleuve unique et majestueux, dont l'histoire, la grande histoire hegelienne, rendrait compte dans sa continuité, devait se heurter à l'irréductibilité de l'instant. L'instant quantique et discontinu rompt avec la continuité et se soustrait à la tyrannie de la durée bergsonienne. Pour Ruppner, l'instant était la réalité immédiate du temps, et le temps n'était qu'une suite discontinue d'instants. Aucune durée ne pouvait garantir la suite des instants, et vice-versa, aucune durée ne pouvait être garantie par cette temporalité radicalement discontinue. Toute continuité, à savoir toute suite sensée d'instants, tout enchaînement et toute liaison, étaient donc des constructions de l'esprit qui cherchent à échapper à la solitude des instants. Cet instant n'est pas, comme chez Bergson, le résultat d'une division. Il est le fondement, la donnée immédiate du temps, créateur et toujours innovateur, jaillissement, originalité pure. La dimension de la temporalité en ce sens devient alors l'actualité. Tout autre prolongement dans l'avant et dans l'arrière ne sont qu'illusoires, simples constructions artificielles. Le temps réel, immédiat et spontané, je cite, est tout entier dans l'actuel, dans l'acte, dans le présent. Fin de citation. Ce que nous appelons passé ou avenir, ce sont des rythmes des instants. Le passé est comme une voix qui a trouvé un écho auquel nous attachons un sens, mais dont la prise sur le réel est très faible. Cela va justifier une conception discontinue de l'histoire qui nie au passé toute action immédiate et toute influence déterminante, causale sur le présent. Il en va de même pour l'avenir qui perd ainsi son statut de causalité finale. Identité, continuité et durée sont des conquêtes dues à un effort sans garantie parce qu'ils ne peuvent plus se fonder sur l'apparente simplicité du rapport cause-effet. Toute une nouvelle conception de la conscience vient ainsi à s'imposer, dont le trait fondamental est ce temps actuel et instantané qui fait de la pluralité et de la multiplicité sa réalité essentielle. Aux yeux de Bachelard, c'est l'être lui-même, dans toutes ses déclinations physiques et métaphysiques, dont s'occupent tant les sciences que la philosophie, qui est pluriel et discontinu. La physique relativiste et quantique ne faisait que confirmer une telle conviction. Il en discutera en s'écartant définitivement de Bergson dans son livre de 1936, La dialectique de la durée, où la conception multiple du temps acquiert un statut définitif. Et je cite Bachelard, « Si le temps du physicien a pu sembler jusqu'à nos jours unique et absolu, c'est que le physicien s'est de prime abord placé sur un plan expérimental particulier. Avec la relativité est apparu le pluralisme temporel. Pour la relativité, il y a plusieurs temps qui, sans doute, se correspondent et qui se conservent des ordres et qui conservent des ordres de déroulement objectif, mais qui ne gardent cependant pas des durées absolues. La durée est relative. » Fin de citation. Et si la théorie relativiste garde encore la continuité en tant que caractère important, je cite encore Bachelard, le développement de la physique quantique nécessitera la conception des durées discontinues, ce qui nous oblige à accepter à la fois le pluralisme et les discontinues temporelles. Fin de citation. Cette philosophie de l'inexact, adressée à la discontinuité et à l'approximation, dont la temporalité jaillissante est plurielle et irréductible, trouve donc son inspiration chez un historien, Ruppner, quelque peu marginal par rapport à la communauté des historiens dont on parle normalement. Cet aspect, pourtant, n'a pas été mis suffisamment en lumière, et Ruppner est toujours resté en second plan. Le caractère secondaire de cet historien ne doit pas tromper, car tant Bachelard que les historiens de l'entre-deux-guerres qui fondent les annales, c'est-à-dire Febvre et Bloch, portent l'attention à ce qui jusqu'alors n'avait pas été considéré digne d'attention. D'autres champs de recherche épistémologique, selon une approche toute différente, l'indétermination de la connaissance approchée pour Bachelard, et d'autres objets de recherche historique, selon des méthodes ouvertes à d'autres domaines, sociologie, économie, anthropologie, linguistique, etc., pour Febvre et Bloch.
ce qui auparavant était considéré secondaire venait maintenant au premier plan. C'est le cas de l'erreur pour l'épistémologue, de la discontinuité pour l'historien des sciences, de la forme des chants, par exemple, ou des croyances populaires pour l'historien. Il y a eu comme une communauté d'intention, ou du moins une ressemblance de prise de position entre quelques épistémologues, historiens des sciences et historiens, au sujet de la multiplicité temporelle qui a certainement conditionné la réflexion philosophique et certaines approches de l'opération historiographique de la deuxième moitié du XXe siècle, pour employer l'expression de Michel de Certeau. Quelqu'un, assez récemment, a remarqué que, je cite, « les travaux de Gaston Roupnel appellent à une révision historiographique. Il s'agit de placer son nom auprès de ceux des pionniers de l'histoire sociale française, Lucien Febvre, Henri Hauser, Georges Lefebvre et Marc Bloch. » Fin de citation. Bien qu'il n'ait pas bouleversé la conception du temps avec la force des argumentations bachelardiennes, Roupnel avait bien utilisé les temps instants dans son approche historique. C'était justement en historien qu'il comprenait la discontinuité foncière de toute histoire qu'il fallait reconstruire avec effort et sensibilité et dont le rythme ne coïncidait jamais complètement. Mais cet étrange historien n'allait pas avoir un grand avenir. Fernand Braudel publie dans Mélange d'histoire sociale, qui étaient les annales qui sortaient pendant la guerre en 1944, le compte-rendu du dernier livre de Roupnel, Histoire et Destin, où l'auteur qui va mourir 2 ans plus tard sent le besoin de s'expliquer à propos de son métier d'historien. C'est là une étrange coïncidence avec l'œuvre contemporaine d'un autre historien, Bloch, qui sera fusillé en 1944 et qui était elle aussi l'expression du besoin de s'expliquer, n'est-ce pas, ce qui était pour lui ce métier, s'expliquer sur ce qui était le métier d'historien. Les livres impressionnent Braudel, les livres de Roupnel, impressionnent Braudel par sa sensibilité et sa charge humaine. Mais il en prend en même temps les distances du fait d'un désaccord profond sur plusieurs points importants. La partie qui le convainc le plus est celle où Roupnel parle des diverses dimensions du cours de l'histoire, des ondes souterraines et profondes de l'histoire. Roupnel appelle structurale cette histoire, ce qui est assez remarquable, et de celle des surfaces, des temps longs et des événements courts. Braudel est d'accord aussi sur l'attention portée par l'historien à des aspects souvent méprisés, sur lesquels aussi Bloch et Febvre avaient insisté. L'histoire d'un peuple n'était pas déterminée par des actes politiques ou militaires, mais au ras du sol, dans la vie terre à terre. La figure publique et sociale d'un pays dessine ses traits sur l'image matérielle des champs et de la terre. Ça, c'était une citation de Roupnel. Certes, les livres de Roupnel, comparés à celui de Bloch, n'auraient jamais pu tenir le même niveau et n'auraient jamais pu influencer de la même façon des générations d'historiens. Ce qui est important, remarquer cependant, c'est l'attention même polémique que lui porte Braudel et Febvre, qui permet la publication de ce compte-rendu dans sa revue. Il s'agit d'un trait d'union jamais remarqué, pour faible qu'il soit, entre les historiens militants de la Nouvelle Histoire et Bachelard. Mais les comptes rendus de Braudel nous donnent aussi une trace, soit dit en passant, sur certaines des raisons qui ont empêché une confrontation directe entre Bachelard et les historiens. Ce que Braudel n'accepte pas de Roupnel, parmi bien des choses, est son antidéterminisme explicite, son anticausalisme et, en fin de compte, son discontinuisme radical qui interdit, selon Braudel, toute possibilité scientifique pour l'histoire. Ce qui implique, pour revenir à notre sujet, une certaine résistance à concevoir le temps en termes véritablement multiples. On pourrait se demander, en effet, si les historiens, hier, mais aussi aujourd'hui, auraient accepté sans condition cette formule de Bachelard. Je cite Bachelard. « Le temps a plusieurs dimensions. Le temps a une épaisseur. Il n'apparaît continu que sous une certaine épaisseur grâce à la superposition de plusieurs temps indépendants. » Fin de citation.
Sur le plan philosophique, il est étonnant de retrouver une formulation très similaire sous la plume de Gilles Deleuze, pour qui Bachelard n'était certainement pas un point de repère, lorsque, dans son analyse de la recherche de Proust, il retrouvait, je cite Deleuze, l'idée fondamentale que les temps forment des séries diverses et comportent plus de dimensions que l'espace. Fin de citation. Ce qui gêne Braudel, c'est l'indétermination foncière impliquée par cette multiplicité. Mais voyons Braudel, entrons dans le spécifique. Alors, et pourtant, c'est un fait, tout le monde le sait, que Braudel soit considéré l'un des historiens qui a su poser explicitement la question de la multiplicité temporelle sur le plan de la discipline, sans s'occuper des questions philosophiques que cela pouvait entraîner. Son article de 1958 est considéré à juste titre comme un article révolutionnaire. Mais son idée d'une différence d'échelle temporelle, face à laquelle les historiens ne pouvaient pas se soustraire, n'apparaît pas d'emblée à cette date, car elle avait été discutée longuement avec Fèvre lors de l'écriture de la Méditerranée, qui avait duré presque 10 ans, du fait aussi de la guerre. L'article de 1958, La longue durée, voulait être une mise au point de ces idées sur la temporalité multiple que l'historien devait prendre en charge et, en même temps, un article de combat voué à défendre l'histoire face au pouvoir montant des sciences sociales fondées sur le structuralisme. D'où le choix du titre, qui se réfère explicitement à un mot, la durée, que tout le monde relie instinctivement à Bergson. Mais Braudel l'emploie aussi pour donner toute sa force au changement temporel comme référent d'une science qui, unique parmi toutes, en faisait son commencement et sa fin. Il s'agissait de plaider au nom de la diachronie. Je cite Braudel, « Je parlerai longuement de l'histoire, du temps de l'histoire. De quelle histoire s'agit-il » se demandait-il. Et de quel temps, nous demandons-nous. Dans l'ensemble de l'histoire serait une dialectique de la durée, c'est-à-dire dans son ensemble, dit Braudel, l'histoire serait une dialectique de la durée, à savoir l'étude de l'opposition dialectique vive, répétée indéfiniment entre les temps courts et rapides de l'instant, les temps moyens des conjonctures et des cycles, et les temps longs des tendances et des constantes structurelles bien plus lentes à s'écouler. Nous sommes donc en présence d'une pluralité du temps social, c'est Braudel qui le dit, dont l'histoire seule peut rendre compte. La durée ne doit pas être conçue comme un mouvement homogène dont il suffirait de suivre les cours pour retrouver une même ligne de succession. Depuis la naissance des annales, mais aussi depuis 1900 et la naissance de la revue de synthèse historique dirigée par Henri Baird, les historiens ont dégagé, je cite Braudel, une notion de plus en plus précise de la multiplicité du temps qui permet de parler d'une histoire au son visage. Dialectique de la durée, temps différents, multiplicité du temps. Ceux qui connaissent l'œuvre de Bachelard pourraient y ajouter les rythmes divers du temps, le pluralisme temporel, les temps à plusieurs dimensions et les temps vibrés, qui sont des mots, des expressions de Bachelard. Mais Braudel ne cite Bachelard que pour en prendre les distances. Bien qu'articulés sur des paliers différents, les temps de l'histoire ne doivent pas courir le risque de se disperser dans un pointillisme événementiel. La dignité scientifique de l'histoire, face aux lois et aux invariants des sciences sociales, réside en effet pour Braudel dans les temps longs des structures qui font table rase des événements. La longue durée est celle des milieux, des espaces géographiques travaillés par les hommes, comme la Méditerranée, changeants mais constants, macro-historiques plutôt que micro-historiques. Si l'histoire est capable de rapporter les événements individuels dans le cadre des cycles socio-économiques et ensuite de situer le tout dans la longue durée à allure presque immobile de la géohistoire, alors la multiplicité des phénomènes peut trouver un sens dans un tableau d'ensemble cohérent où l'événement trouve finalement sa place dans les mouvements réciproques de la conjoncture et de la structure. Je cite Braudel, « En fait, les durées que nous distinguons sont solidaires les unes des autres,
ce n'est pas la durée qui est tellement création de notre esprit, mais l'émorcellement de cette durée. Or, ces fragments se rejoignent au terme de notre travail. Longue durée, conjoncture, événement, sans boîte, sans difficulté, car tout se mesure à une même échelle. Aussi bien, participer en esprit à l'un de ces temps, c'est participer à tous. Pour l'historien, tout commence, tout finit par les temps extérieurs aux hommes, qui les poussent, qui les contraignent, emportent leur temps particulier aux couleurs diverses. Oui, les temps impérieux du monde. Ces temps impérieux auxquels se rapportent les temps multiples de l'histoire est de toute évidence les temps objectifs et naturels du monde physique. Brodel ne s'inquiète pas des paradoxes einsteiniens et ne connaît pas les approches de la physique quantique sur les temps ou ne s'y intéresse pas. Il en découle sa critique tant au discontinuisme de Bachelard qu'à la multiplicité des temps de Gurvitch. Épistémologues et sociologues partageraient une conception non dynamique du temps, tout interne aux situations, qui ne permettrait pas de les relier entre elles. Je cite, « Le temps des sociologues ne peut être le nôtre. La structure profonde de notre métier y répugne. » Fin des citations de Brodel. Et en effet, ce qui intéresse passionnément un historien, c'est toujours Brodel qui parle, c'est l'entrecroisement de ces mouvements, les cycles économiques par exemple, leur interaction et leurs points de rupture. Toutes choses qui ne peuvent s'enregistrer que par rapport au temps uniforme des historiens, mesure générale de tous ces phénomènes et non au temps social multiforme, mesure particulière à chacun de ces phénomènes. Voilà pourquoi la longue durée est à préférer sur les autres. C'est dans le cadre unitaire de ce temps uniforme que les temps multiformes et particuliers dans lesquels l'histoire peut se décomposer, en un sens, se trouve une solidarité. Brodel craint en effet la dispersion et la perte de cohérence, la même crainte de Bergson face à la théorie de la relativité. Il passe pour l'historien qui a inventé l'histoire globale, une histoire qui sait rassembler les articulations diverses des temps et des phénomènes sociaux. Cependant, lorsqu'il thématise une histoire globale, cela n'implique pas la réduction du multiple à l'un, mais la synthèse des variations réelles et des points de vue par lesquels on peut étudier les phénomènes. Je cite Brodel, « Pour moi, l'histoire est la somme de toutes les histoires possibles, une collection des métiers et des points de vue d'hier, d'aujourd'hui et de demain. » Fin des citations. Il serait donc une erreur choisir l'une de ces histoires à l'exclusion des autres pour définir ce qui serait l'histoire tout court. De ce point de vue, l'histoire occupe dans l'ensemble des sciences sociales une place importante. Étant une science globale et concernant n'importe quel aspect du social, je cite Brodel, l'histoire, dans la mesure où elle est toutes les sciences de l'homme dans l'immense domaine du passé, l'histoire est synthèse, elle est orchestre. Elle n'est nullement une Cendrillon. Cette idée de l'histoire, Brodel la tire de ses prédécesseurs directs ou indirects, tels Lucien Febvre et Henri Bert, ainsi que de tous ceux qui, depuis 1900, et notamment depuis l'entre-deux-guerres, menaient un combat intellectuel au nom de la synthèse, en réservant à l'histoire une importance centrale. Pour Brodel, cette synthèse était possible par l'effet du travail dialectique que font les historiens. Mais cette dialectique serait pour lui dépourvue de sens si elle n'était fondée sur l'uniformité du temps. Cet attachement de Brodel à un cadre temporel unitaire lui a coûté des critiques par quelques historiens et philosophes des années 1990. À leurs yeux, la problématique brodelienne du temps, et je cite ces critiques, tout compte fait n'a rien d'une révolution parce qu'elle ne fait qu'agencer les trois temporalités dans un système. D'autant plus que les rapports entre ces temporalités restent problématiques puisqu'elles ne sont pas véritablement dialectisées mais plutôt accumulées et empilées.
Fin de citation. Reste pourtant que Braudel ait posé clairement le problème de la multiplicité temporelle dans l'histoire et que ce problème va susciter les décennies suivantes un questionnement qui permettra un certain rapprochement entre historiens et philosophes. Et je viens à ce qui suit, c'est-à-dire Foucault. Avec Foucault, par exemple, la philosophie et l'histoire se rencontrent sous la perspective d'un émiettement des temporalités distinctes. La question de la multiplicité temporelle se pose en termes nouveaux, sous une autre lumière et de façon radicale, toute différente de celle de Braudel. À l'introduction de son Archéologie du savoir, Foucault se situe stratégiquement du côté de ceux qui ont pensé l'histoire, notamment l'histoire des sciences, en fonction des ruptures et des discontinuités, libérant l'analyse de la recherche du cadre continuiste et totalisant d'une histoire globale et générale dont la temporalité sera unique. C'est pourquoi il cite Bachelard et Canguilhem comme des points importants de repère. Il s'agit d'une mutation épistémologique de l'histoire, c'est Foucault qui emploie ce terme, qui ne serait pas encore achevée, du moins au début des années 1970, mais qui a su valoriser des objets d'études nouveaux, des prises de vue différentes, des ruptures là où auparavant on croyait déceler des continuités, l'émergence des sujets autres auparavant méprisés. Cette mutation ne pouvait pas rester sans conséquence par rapport au temps. Je cite Foucault, elle a mis en doute les possibilités de la totalisation. Elle a amené l'individualisation de séries différentes qui se juxtaposent, se succèdent, se chevauchent, s'entrecroisent sans qu'on puisse les réduire à un schéma linéaire. Ainsi sont apparus, à la place de cette chronologie continue de la raison, qu'on faisait invariablement remonter à l'inaccessible origine, à son ouverture fondatrice, des échelles parfois brèves, distinctes les uns des autres, rebelles en loi unique, porteuses souvent d'un type d'histoire qui est propre à chacune. Fin des citations. Cette mutation d'échelle va devenir une pratique incontournable des historiens qui se trouvent face à une telle multiplicité stratifiée d'objets, de points de vue et de temporalités qu'il serait vain et épistémologiquement ingénu de réduire à une seule durée. Mais nous venons de voir que certains historiens s'étaient déjà posé des questions analogues. L'histoire peut faire ainsi de l'incertain, du marginal et de l'inconstant sa raison d'être. Elle va devenir de plus en plus capable de saisir la différence de diverses perspectives, des discursivités alternatives, des situations incomparables, en se déplaçant d'une échelle à l'autre et en articulant ses moyens à travers les strates et les séries les plus hétérogènes des phénomènes, d'idées, de pratiques et de techniques, d'objets et de croyances, de faits et d'absences. L'historien doit donc ouvrir son attention à tout ce qui auparavant était inconcevable. Comme l'écrivait Michel de Certeau presque à la même époque, il devient un rôdeur. Certes, le Foucault de l'archéologie du savoir n'est pas un historien, mais il n'est même pas seulement un philosophe. Il explore un champ qui est moyen entre histoire et philosophie, et pour lequel il n'existe pas encore d'outils adéquats. Ces outils, pour employer un terme qui était cher à Fèvre, allaient se forger le long des années 70, à partir des travaux sur la prison jusqu'aux recherches sur la sexualité, aboutissant à l'individuation des termes conceptuels qui allaient avoir un grand succès, comme démontre le cas du mot biopouvoir. Cependant, même lorsque Foucault n'était concentré que sur les formations discursives, il expliquait que si chaque discursivité déterminait, et je cite Foucault, une régularité propre à des processus temporels, fin des citations, elle se posait comme principe d'articulation, c'est toujours Foucault qui parle, principe d'articulation entre une série d'événements discursifs et d'autres séries d'événements, des transformations, des mutations des processus. Non point forme intemporelle, mais chaîne de correspondance entre plusieurs séries temporelles. Fin des citations. Il ne s'agissait pas de simplifier les différences pour les rendre homogènes dans un cadre unique, mais de les faire proliférer. Je cite encore
Foucault, s'il y a un paradoxe dans l'archéologie, il n'est pas en ceci qu'elle multiplierait les différences, mais en ceci qu'elle se refuse à les réduire. Fin des citations. Foucault reprochait aux historiens d'avoir pris l'habitude contraire par leur souci de continuité et de généralité. Mais il lui aurait suffi de bien lire l'Apologie pour l'histoire de Marc Bloch pour comprendre que sur ces points, il se trompait. Foucault, en outre, avait écrit, sans pourtant en dire plus, que ce changement épistémologique avait été commencé par Marx. Le marxisme avait en effet fortement conditionné la culture française des années 60. Lui, Althusser, qui appartenait presque à la même génération et était le philosophe français qui avait le plus travaillé sur la pensée de Marx, avait affirmé de façon très claire quelque chose d'analogue en critiquant les historiens qui, selon lui, avaient compris la multiplicité du temps, mais en fin de compte, la réduisaient toujours à une conception unitaire et idéologique. C'est directement du Capital de Marx qu'il tirait Althusser l'idée d'une multiplicité temporelle irréductible à l'historicisme hegelien. Et je cite, « Il n'est plus possible de penser dans le même temps historique les processus du développement des différents niveaux du tout. Le type d'existence historique de ces différents niveaux n'est pas le même. À chaque niveau, nous devons au contraire assigner un temps propre, relativement autonome, donc relativement indépendant dans sa dépendance même, des temps des autres niveaux. Nous devons et pouvons dire il y a pour chaque mode de production un temps et une histoire propre. » Fin des citations. Lorsque Foucault renonce à la possibilité d'une synthèse globale et totalisante, il provoque aux yeux de quelques critiques, dont François Doss, un véritablement éclatement et un émiettement de l'histoire et du temps. L'histoire serait décentrée, sans repère, pluralisée selon des temporalités hétérogènes irréductibles et incomparables entre elles, une myriade d'histoires différentes qui videraient le discours historique de toute historicité. La notion de formation discursive immobiliserait l'histoire en fragments désarticulés. Mais Foucault avait bien écrit que, je cite, « une formation discursive ne joue pas le rôle d'une figure qui arrête le temps et le gèle pour des décennies ou des siècles. » Fin des citations. Son idée de l'archéologie ne veut pas supprimer l'histoire, ni lui créer une alternative. Les travaux successifs de Foucault le démontrent. Elle veut ouvrir un changement de perspective qui va dans la direction de la multiplicité. Il y a eu récemment aussi quelqu'un qui a nié cette intention dissipative et fragmentaire chez Foucault, revenant sur la question de la pluralisation temporelle. Je me réfère à Diogo Sardigna qui analyse de façon tout à fait différente l'ensemble de l'œuvre de Foucault et croit reconnaître dans ses dernières œuvres un retour en arrière par rapport à la multiplicité, aux ruptures et aux discontinuités, ce qui témoigne d'une problématique encore ouverte et des difficultés que la multiplicité temporelle pose encore de nos jours, tant sur le plan philosophique que sur celui de l'épistémologie. Essayons de voir comment se développent maintenant ces problèmes. Les historiens, par leur contre, ne sont pas restés indifférents à la question de la pluralité des temporalités. Depuis Bloch et Febvre, ils ont essayé de discuter leur discipline sur un plan non seulement méthodique, mais parfois aussi épistémologique et philosophique. Ils ont discuté Foucault, ils ont été bouleversés par les polémiques qui ont suivi ce qu'on a appelé souvent à tort le postmodernisme, ils ont continué à s'opposer entre eux, se divisant en courants, tendances, écoles, cercles, etc. Ils ont participé avec passion au débat autour du linguistic turn, inauguré au milieu des années 70 par Hayden White. Ils ont repris des débats anciens sur les statuts narratifs ou scientifiques de l'histoire. Ils sont entrés dans l'arène politique. Enfin, ils se sont confrontés à la philosophie dépassant l'anathème de Febvre qui, dans les années 30, avait mis en garde les historiens de tout contact avec les philosophes. Mais Febvre avait en vue les philosophies de l'histoire qui semblaient prétendre dicter les règles au travail des chercheurs. Certains d'entre eux, Paul Venn par exemple, ont même affirmé que le temps n'est pas essentiel à l'histoire et que le concept de temps ne lui était pas indispensable si l'on entendait par là un milieu où se développent les intrigues historiques.
À partir des années 1980, outre Foucault, qui va lentement rester en deuxième plan, c'est avec Ricoeur que les historiens français se mesurent. Mais, pour ainsi dire, les philosophes ont appris des historiens la multiplicité temporelle. Je cite Ricoeur. Le vocabulaire de l'historien construisant ces hiérarchies des durées, comme au temps de la Brousse et de Brodel, ou les dispersant, comme on s'y emploie depuis lors, n'est pas celui du phénoménologue se référant à l'expérience vive de la durée. Ces durées sont construites, c'est toujours en termes de durées multiples que l'historien module les vécus temporels. Fin de citation. L'historien russe Gourevitch, dans son œuvre Les catégories de la culture médiévale, qui est de 1972, avait consacré un chapitre entier à « Qu'est-ce que le temps ?», où il discutait la pluralisation du temps au Moyen-Âge, reconnue aussi par Jacques Le Goff, le temps du marchand, le temps de l'Église, etc., et la radicalisait en expliquant qu'il y avait plusieurs conceptions du temps déjà à cette époque, ce qui aurait dû mettre en garde par rapport à certaines interprétations, dont celle de Fèvre, même de Le Goff. Certes, tant Brodel que la Brousse avaient posé une pluralité de temps sans pour autant essayer de comprendre leur dialectique réciproque, ce qui ne manque pas de faire un autre Russe, sociologue et bien présent dans la culture française, qui est Georges Gurevitch, par rapport à la multiplicité des temps sociaux qui n'avait nullement convaincu Brodel. Mais Gurevitch va impressionner Le Goff et beaucoup d'autres historiens aussi. Lentement, parmi les professionnels, s'enracine l'idée que le temps et la temporalité peuvent eux aussi avoir une histoire. C'est pourquoi, à partir des années 1980, l'œuvre de Koselleck gagne de plus en plus d'attention et que plusieurs livres, très différents d'entre eux, sont consacrés à la question du temps et des temporalités historiques. Le temps est désormais un problème à la une. Certes, le livre de Koselleck est traduit en français seulement en 1990. Mais en 1982, Jacques Attali avait publié son Histoire du temps, qui, n'étant pas une œuvre d'historien ni de spécialiste, va avoir un certain succès du public. Au milieu des années 80, paraissent en outre les 3 volumes dont j'ai parlé, de Temps et récits de Ricoeur, où il est bien question d'histoire. Et en 1984, 2 livres importants, celui de Christoph Paumian, L'ordre du temps, et Über die Zeit, de Norbert Elias, qui avait été traduit en français en 1996. En 1986, la revue Espace-Temps consacre un numéro à Brodel où il est clairement question de radicaliser la conviction d'une multiplicité des temps historiques. Et en 1989, la revue Annales, dans un éditorial devenu célèbre, écrit explicitement que, je cite, l'exploration des mécanismes temporels doit constituer la contribution particulière de l'histoire et que l'attention au processus suppose que les temporalités humaines sont multiples. Fin de citation. Ensuite, à partir des années 90, la question semble finalement clairement posée. La multiplicité temporelle implique que l'historien se pose de façon critique la question du temps conçu, perçu et vécu par les hommes dont il écrit l'histoire en rapport aux temporalités imposées par les pouvoirs et la société, comme par les croyances et les idéologies. Le temps n'est plus un acquis implicite donné par une philosophie du bon sens ou par une idée générale qui fonde une conception unitaire et continuiste d'une durée jamais clairement définie. Il n'est pas une réalité physique extérieure mesurable et uniforme, mais il n'est pas non plus un flux de conscience intime, unitaire et insécable. Il n'est pas un milieu dans lequel nous nous trouvons, ni un courant qui nous porte inévitablement. Beaucoup de livres publiés par les historiens posent désormais ce problème et y consacrent au moins un chapitre. L'innocence perdue des historiens implique d'être conscient, et je cite, que le temps n'est pas donné à l'historien comme temps déjà là, préexistant à sa recherche. Il est construit par un travail propre au métier d'historien. Fin des citations. Ça, c'était l'historien Antoine Prost. Il ne s'agit pas seulement de structurer les chronologies et les périodes, mais d'en reconnaître les rythmes et d'en construire des étages et des entrecroisements à des échelles différentes. L'historien travaille en effet avec le temps
pour les temps et dans les temps. L'historien doit poser dans les temps les objets de son étude, ce qui est impliqué par l'échelle d'analyse de ces problèmes qui fait apparaître ou cache des temporalités différentes, car tout phénomène garde en soi ces temporalités entrecroisées. Il doit poser les temps, vu que le temps en soi n'existe pas, s'il n'est pas posé par le sujet qu'est l'historien lui-même. Il le construit donc par sa subjectivité, son appartenance, ses idées, ses pratiques, etc. Enfin, il doit se poser dans les temps, à savoir, il doit chercher à reconnaître ce à quoi il est appelé par les institutions, par les attentes sociales ou personnelles, etc. C'est le présent de l'historien qui dicte souvent la direction de ses recherches, qu'il le veuille ou non. Voilà pourquoi Bernard Le Petit écrivait que le passé était tant un univers de ressources qu'une prison. La pluralité des approches disciplinaires ne peut plus cacher la multiplicité des objets selon les vues que l'on a sur eux à l'intérieur même d'une discipline, ce qui va impliquer, épistémologiquement, un retour au besoin d'une unification ou du moins d'une cohérence. Et j'arrive à la fin, et avec les plus récents historiens. François Hartog a été parmi les historiens qui, dans les années 2000, allaient plus concentrer son attention à cette dernière question. Il constate, je le cite, que depuis peu, le temps est venu au centre des préoccupations. Livres, numéros de revues, colloques, un peu partout en témoignent. Fin de citation. Le travail de l'historien avec le temps, pour le temps et dans le temps, implique, tant au sens passif qu'actif, un certain régime d'historicité, tel l'appelle Hartog. Reprenons les études de Koselleck et notamment les notions de champ d'expérience et d'horizon d'attente en tant que catégorie métahistorique qui par leur tension fondent quelque chose qui serait le temps historique. Il appelle régime d'historicité la façon dont une société traite son passé et en traite, et la façon dont une communauté a conscience de soi, à savoir l'ensemble des discours par lesquels elle formule son expérience du temps et, en retour, modèle sa façon de le raconter et de le vivre. Il s'agit donc d'un rapport qu'une certaine réalité sociale entretient avec son propre temps et comment elle se projette en avant et considère ce qu'elle croit avoir derrière soi. La position du problème du temps, que Desserteau avait appelé l'impensé de l'histoire, devient pour Hartog incontournable. Je cite Hartog, « Historien, je peu à peu fais mien les constats de Michel Desserteau. Le temps est devenu à ce point l'ordinaire de l'historien qu'il l'a naturalisé ou instrumentalisé. Il est impensé, non pas parce qu'il serait impensable, mais parce qu'on ne le pense pas ou, plus simplement, qu'on n'y pense pas. » Fin de citation. Koselleck avait longuement étudié comment avait changé le concept d'histoire entre le XVIIIe et le XIXe siècle et en quoi notre concept moderne d'histoire avait changé la perspective temporelle par laquelle nous pensions les rapports entre passé, présent et futur en fonction de l'accélération comme marque de notre modernité. De Koselleck, Hartog retient notamment la différente vision des changements historiques de l'époque moderne par rapport aux époques précédentes. Il y reconnaît un régime d'historicité spécifique, tout projeté vers le futur, le progrès, radicalement différent donc en discontinuité du régime d'historicité précédent, déterminé par l'eschatologie chrétienne, l'espérance du salut, et de celui qui venait avant lui, propre à la culture classique, où le passé avait une priorité absolue tant sur le présent que sur l'avenir. L'actuel serait, aux yeux de Hartog, un régime d'historicité nouveau qui s'est imposé à partir des années 70, non plus moderne, désenchanté par rapport au futur, ignorant du passé et tout concentré sur le présent, d'où le nom de présentisme. Ce présentisme révèle une crise du temps, dit Hartog, qui est aussi une crise de l'histoire, dans un émiettement qui semble ne pas avoir de sens, totalement dispersif et dissipatif, où chaque étude, chaque point de vue et chaque approche creuse sa propre niche, sans plus chercher à s'unir ou à se rapporter aux autres.
Est-ce qu'il s'agit du résultat inévitable de la conception multiple du temps et des temporalités? Est-ce que les temps désorientés mènent à la confusion et à l'anarchie présentiste, ou plutôt à son égoïsme? La crise du temps dont parle Hartog n'est pourtant pas un destin inéluctable, car elle est en même temps condition et produit d'une situation très actuelle de notre culture occidentale et européenne, notamment de l'Europe centrale, il faut bien le préciser. Elle a ouvert des perspectives nouvelles aux études historiques et elle a permis de donner voix à bien des situations et des réalités qu'auparavant étaient muettes ou absentes. Cela a ouvert à des perspectives temporelles ou temporalisation différentes qu'on peut voir à l'œuvre dans un même régime d'historicité si l'on change d'échelle d'analyse. L'existence de divers régimes d'historicité le long de notre histoire, plus ou moins occidentale, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a eu d'autres histoires jamais faites, d'autres civilisations et d'autres subjectivités collectives dont nous entrevoyons à peine la réalité et la possibilité. Non seulement les peuples colonisés ou la sexualité et les genres, mais aussi les disparus, les menacés, la domination, la violence, les rapports avec les autres vivants, etc. De nos jours, d'autres sujets ont décidé, dans les biens et dans les mal, d'écrire leur propre histoire à partir de leur point de vue, voire les cultural studies, par exemple. Et à l'intérieur d'un même régime de temporalité, il peut y avoir d'autres conceptions du temps et de l'histoire qui n'arrivent pas à être régime, mais qui les travaillent également de façon plus ou moins apparente. Hartog lui-même nous propose cette mise en garde par rapport tant à la dispersion insensée qu'à la nostalgie d'une unification dominante. Il faut être plus modeste et éclaircir notre point de vue. Ne pas l'absolutiser, mais aussi ne pas y renoncer, parce qu'il est bien ce qui nous permet de rechercher. Si nous nous trouvons dans une période de crise, il faut bien chercher de la comprendre sans la refouler. Voilà pourquoi, je cite Hartog, l'hypothèse du régime d'historicité devrait permettre le déploiement d'un questionnement historien sur nos rapports au temps. Historien en ce sens qu'il joue sur plusieurs temps, partant des diverses expériences du temps, les régimes d'historicité se voudraient un outil heuristique aidant à mieux apprendre non les temps, tous les temps ou l'étude du temps, mais principalement les moments de crise du temps, ici et là, conviennent justement à perdre de leur évidence les articulations du passé, du présent et du futur. Fin de citation. Les crises du temps, on l'a bien vu, sont décelables selon les échelles que l'on choisit pour les saisir. Hartog a travaillé à grandes échelles et a proposé les 4 régimes qu'on a dit. Rien n'empêche qu'en travaillant à une échelle plus petite, l'on puisse voir à l'œuvre des temporalités et d'histoires différentes, plus fines pour ainsi dire, qui rendent l'ensemble plus complexe et multiple. L'attention aux variations d'échelle de l'analyse, sanctionnée en 1996 par un recueil d'études et de réflexions consacrées à la microhistoire, a ouvert une multitude de possibilités aux historiens. Jacques Revel en donne un résumé exemplaire, je le cite. Le choix d'une échelle particulière d'observation produit des effets de connaissance. Faire varier la focale de l'objectif, ce n'est pas seulement faire agrandir ou diminuer la taille de l'objet dans les viseurs, c'est en modifier la forme et la trame, ou, pour recourir à un autre système de référence, jouer sur les échelles de représentation en cartographie ne revient pas à représenter une réalité constante en plus grand ou en plus petit, mais à transformer les contenus de la représentation. C'est une citation que je fais hier aussi. La question du temps historique, mais pourquoi pas la question du temps tout court, son unité de fond ou sa multiplicité irréductible ne peut qu'être enrichie par une réflexion capable de variations d'échelle. Les historiens, du moins certains d'entre eux, le savent bien. L'objet devient plus complexe, ses marges se font incertaines, mais il se fait par là plus proche de la réalité que la connaissance en vue. Parce que le temps, qu'on le veuille ou pas, multiple ou un, est bien une réalité avec laquelle nous avons affaire tous les jours. D'ailleurs,
Ce ne sont pas seulement les historiens et quelques philosophes qui ont saisi la richesse problématique des temporalités multiples. Depuis Freud, la psychanalyse en a traité jusqu'à nos jours, et Julian Green a parlé, par exemple, qui est un psychanalyste, a parlé, par exemple, en termes de temps éclaté et d'hétérochronie. La sociologie aussi, après Gurvitch et Elias, avec certains économistes, a traité récemment du brouillage des temporalités pour en retrouver l'unité multiple. Des revues portent la question dans leur titre, temporalité au pluriel. Des architectes eux aussi, les architectes eux aussi se sont aperçus de la nécessité de prendre en charge les temporalités différentes qui se croisent dans un bâtiment ou dans un espace urbain et ont récupéré, peut-être sans le savoir, Deleuze, pour qui le temps avait plus de dimensions que l'espace. Pour Rem Koolhaas, par exemple, l'architecte, la ville est traversée par plusieurs temporalités différentes dont l'architecte doit rendre compte, ainsi que le fait par ses projets dans toute l'Europe. La question problématique ne touche donc pas seulement les historiens. Ainsi, le temps insiste dans notre vie sur ces plans différents, selon des stratifications et des échelles qui en transforment même la nature, tant dans le concret de nos vécus intimes ou sociaux que dans les formes et les articulations de son savoir. Est-ce qu'il en faut parler encore au singulier ou ne serait-il mieux le décliner selon la multiplicité? C'est une question encore ouverte, naturellement, et c'est aussi une façon de parler. Merci.